quelques personnes qui viennent se reposer et se faire un peu comme ça, cocooner. Personne n'aurait imaginé que ces derniers instants seraient marqués par une révélation interdite. Un secret enfoui depuis 40 ans qui ressurgit soudain et bouleverse tout. Pourquoi son propre fils a-t-il été tenu à distance? Qui a décidé de lui fermer la porte au moment le plus crucial? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait changer à jamais votre regard sur cette icône et faire trembler bien plus qu'un simple nom. Lorsque la nouvelle éclata, ce ne fut pas seulement une disparition qui secoua le public, mais un enchaînement de zones d'ombre que personne n'avait vu venir. Car derrière les murs immobiles de la Madrague, là où elle avait choisi de se retirer du monde, un protocole secret avait été instauré des semaines avant sa dernière respiration. Aucun journaliste, aucune caméra, mais plus troublant encore, aucun membre de la famille ne pouvait franchir le seuil sans autorisation expresse. On raconte que son compagnon avait fait renforcer les grilles, ajouter de nouvelles consignes, resserrer les visites au point que même les plus proches se demandèrent ce qui se passait réellement entre ces murs où tout semblait soudain silencieux. Trop silencieux pour être normal. Certains voisins évoquent des allées et venues nocturnes, des voitures sans plaques habituelles, des va-et-vient rapides comme si quelque chose devait être caché ou protégé à tout prix. Et c'est précisément à ce moment-là que la rumeur d'un carnet verrouillé découvert dans un tiroir secret commence à circuler. Un carnet où elle aurait consigné ses peurs, ses regrets, mais surtout une vérité que personne n'aurait osé imaginer. Car derrière l'icône, derrière la femme détachée des conventions, vivait une angoisse viscérale, celle d'être vue dans la vulnérabilité la plus totale. Cette peur, disait-on, l'aurait poussée à refuser toute visite, même celle de son fils, malgré le fait qu'elle savait pertinemment qu'il attendait depuis longtemps une chance d'apaiser les années de distance et d'incompréhension. La scène rapportée par un témoin est bouleversante. Un soir d'été, alors que le monde ignorait tout de son état réel, Nicolas serait resté des heures devant le portail fermé, silhouette immobile dans la lumière déclinante, espérant entendre son nom ou recevoir un signe. Mais rien n'est venu. À l'intérieur, les rideaux étaient tirés, les portes verrouillées, et ceux qui avaient le droit d'entrer marchaient sur la pointe des pieds, comme si le moindre bruit risquait de réveiller une douleur trop ancienne. C'est à ce moment-là que le secret médical, si bien gardé pendant 40 ans, commence enfin à s'effriter. Une maladie dont elle avait refusé de parler, une bataille menée seule, par orgueil, par fierté ou par instinct de survie. Certains disent qu'elle avait brûlé des dossiers, d'autres affirment qu'elle avait exigé la destruction de certains clichés pris lors d'une crise. Mais le plus troublant reste sa volonté acharnée d'empêcher quiconque de la voir affaiblie. Cette obsession, héritée de décennies de persécutions médiatiques, a fini par rejaillir jusque dans ses derniers choix. Car au-delà du secret, il y avait une douleur plus intime, plus humaine. L'incapacité à accepter que son propre fils puisse la découvrir au seuil de la fragilité. Elle, la femme que le monde entier n'avait connue que radieuse, indomptable, souveraine. Alors quand le médecin lui proposa d'avertir Nicolas, elle aurait simplement répondu « Pas maintenant. Il ne doit pas me voir ainsi. » Mais le temps, lui, n'a pas attendu. L'état s'est aggravé, les heures se sont raccourcies, et le portail est resté fermé jusqu'au dernier souffle. Lorsque la vérité a éclaté, lorsque le monde a appris qu'elle s'était éteinte ainsi, dans un silence absolu, une onde de choc a traversé ceux qui la croyaient invincible. Et dans l'ombre de cette disparition se dressait la question que personne n'osait formuler à voix haute. Avait-elle choisi la solitude ou en était-elle prisonnière? Cette révélation, ajoutée aux pages déchirantes du carnet retrouvé, allait tout changer et ouvrir la voie à une vérité encore plus bouleversante. Une vérité que ni son fils ni le public n'étaient préparés à entendre. Après la découverte du carnet, une nouvelle onde de choc parcourut ceux qui eurent accès à son contenu. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une femme qui voulait contrôler son image jusqu'au bout, mais celle d'une lutte intérieure bien plus ancienne, enracinée dans des décennies de blessures invisibles. Les premières pages révélèrent une vérité troublante. Depuis longtemps, elle vivait dans la crainte permanente d'être trahie par son propre corps, de voir la beauté qui l'avait rendue célèbre devenir son plus grand fardeau. L'icône avait fini par se sentir prisonnière du regard du monde, incapable d'accepter qu'on la découvre autrement que parfaite.
Ce perfectionnisme dévorant, cette obsession de maîtriser chaque détail de son existence, avait lentement construit un mur entre elle et ceux qui l'aimaient. Mais les passages les plus bouleversants du carnet concernaient Nicolas, un fils qu'elle avait aimé de loin, dans un silence pesant, comme si chaque tentative de rapprochement réveillait une culpabilité qu'elle ne parvenait pas à affronter. On y lisait des phrases griffonnées à la hâte, presque des aveux arrachés à une conscience tourmentée. « Je ne sais pas comment être mère sans me trahir. » Ou encore « Je veux qu'il soit fier de moi, pas témoin de ma chute. » Plus loin, des lignes tremblées évoquaient ces nuits d'angoisse, la peur viscérale de le voir franchir le seuil de la madrague et de découvrir une femme qu'il ne reconnaîtrait plus. Pourtant, ce qui frappait le plus n'était pas sa volonté de se cacher, mais le combat intérieur entre son désir de le revoir et son incapacité à affronter cette rencontre. Des annotations plus anciennes racontaient des épisodes méconnus, des appels manqués, des rendez-vous annulés à la dernière minute, chaque fois sous le prétexte d'une fatigue soudaine ou d'un malaise, alors qu'en réalité la panique l'emportait. On comprend alors que le portail fermé ce soir-là n'était que l'ultime expression d'un mécanisme qui durait depuis des années. Ce choix, aussi cruel soit-il, n'était pas dirigé contre lui, mais contre l'image qu'elle refusait de laisser derrière elle. Le carnet révélait également des tensions silencieuses autour de la gestion de son héritage émotionnel et matériel. Des noms apparaissaient, des dates, des décisions prises dans l'urgence, des lettres jamais envoyées, des phrases barrées comme si elle avait voulu effacer des vérités qu'elle n'assumait plus. Plusieurs passages mentionnaient son compagnon, non pas comme un gardien autoritaire, mais comme quelqu'un tenté de la protéger d'elle-même, parfois à l'excès. Le carnet semblait osciller entre gratitude et reproche, entre reconnaissance et frustration, comme si elle oscillait constamment entre deux pôles, l'envie d'être entourée et le besoin irrépressible de se retirer. Ce qui ressortait de façon fulgurante, c'était l'ampleur de sa solitude intérieure. Une solitude qu'aucune gloire, aucun succès, aucune admiration n'avait jamais réussi à combler. Au milieu de ces pages déchirantes surgissait pourtant une phrase lumineuse, presque une délivrance. « J'aimerais lui dire que je l'aime, mais je ne sais plus comment on ouvre une porte. » Cette phrase, simple et tragique, résumait à elle seule l'immensité du fossé creusé entre la mère et le fils. Lorsque Nicolas apprit l'existence de ce carnet, il comprit enfin que le rejet qu'il avait vécu n'était pas un refus de sa personne, mais le reflet d'une bataille intime que sa mère n'avait jamais su mettre en mots. Mais cette découverte, loin d'apaiser son chagrin, éveilla en lui une question obsédante. Pourquoi ces vérités n'avaient-elles pas été dites avant ? Pourquoi avait-elle choisi de livrer ses confidences à un cahier plutôt qu'à celui qui en avait le plus besoin ? Alors que les jours passaient, l'existence même de ce carnet commença à susciter des tensions autour de l'héritage moral et affectif laissé derrière elle. Certains y voyaient une trace sacrée de son âme, d'autres un document trop intime pour être révélé. Pourtant, chacun comprenait que ces pages étaient la clé pour comprendre ses décisions les plus incompréhensibles, et surtout la dernière pièce manquante d'un puzzle familial brisé depuis trop longtemps. Et au moment où la lumière semblait enfin se faire sur une partie de son histoire, une dernière section du carnet, scellée d'un petit ruban, restait encore non ouverte. Une section qui, selon ses propres mots, contenait « la vérité que je n'ai jamais dite à personne ». L'ouverture de la dernière section du carnet fut un moment presque solennel, tant l'objet semblait chargé d'un poids invisible. Le ruban qui la scellait n'était pas là par hasard. Il marquait une frontière, un territoire intime que même elle avait hésité à franchir. Lorsqu'on défit ce nœud discret, quelques feuilles glissèrent, plus anciennes, plus fragiles, écrites d'une encre délavée, comme si chaque mot avait été posé dans la douleur. On y découvrit une confession que personne n'avait anticipée, une vérité qui redéfinissait tout ce que l'on croyait savoir d'elle. Elle y racontait pour la première fois l'origine exacte de sa peur viscérale d'être vue fragile. Pas une peur née de la célébrité, mais d'un événement survenu bien avant, dans un temps où elle n'était encore qu'une jeune femme terrifiée par l'idée de décevoir. Elle décrivait un épisode sombre, un séjour hospitalier gardé secret, des médecins, une salle blanche, un diagnostic donné à voix basse pour éviter qu'elle n'entende trop tôt. Ce fut sa première confrontation avec la maladie, bien avant les caméras, bien avant le monde entier. Et ce premier effondrement qu'elle avait réussi à cacher pendant des décennies
avait façonné sa manière de vivre, de se protéger, de s'éloigner. Ce qui frappait dans ces lignes, c'était la peur irrationnelle mais profonde de devenir un fardeau, un poids pour ceux qu'elle aimait. Elle écrivait « Je préfère qu'on me regrette plutôt qu'on me plaigne ». Cette phrase, simple mais déchirante, résonnait comme le fil conducteur de toute sa vie adulte. Elle expliquait tout. Les portes fermées, la distance imposée, les refus répétés de voir Nicolas, les silences comme une armure. Mais la confession ne s'arrêtait pas là. Dans une autre page, elle évoquait un secret encore plus intime, une décision prise à un moment où la solitude lui semblait la seule issue. Elle avait envisagé, plusieurs années auparavant, de disparaître volontairement de la vie publique sans laisser de traces, comme si effacer son existence pouvait mettre fin à sa douleur. Elle avait même écrit une lettre d'adieu, soigneusement cachée puis détruite, mais elle en recopia quelques phrases dans cette dernière section. On pouvait y lire « Je n'ai jamais su vivre pour moi. J'ai vécu pour l'image qu'on attendait de moi. Et aujourd'hui, je ne sais plus qui je suis. » Ces mots étaient là que peut-être les plus humains qu'elle ait jamais laissés derrière elle. Mais ce qui bouleversa davantage Nicolas fut le paragraphe où elle parlait de lui avec une tendresse qu'elle n'avait jamais su exprimer en face. Elle confessait avoir tenté plusieurs fois de renouer, d'ouvrir cette fameuse porte, avant de reculer à la dernière seconde. Elle écrivait « Je me suis arrêtée devant le téléphone des dizaines de fois. Je voulais entendre sa voix, mais ma honte me paralysait. » Puis cette phrase, la plus poignante de toutes. « S'il savait combien je l'aime, peut-être me pardonnerait-il de n'avoir jamais su comment être sa mère. » Chaque mot semblait peser une vie entière. Chaque phrase révélait une femme différente de celle que le monde croyait connaître. Vulnérable, blessée, sincère dans sa maladresse. La dernière page contenait enfin une explication sur le fameux portail fermé le soir de sa mort. Elle admettait que ce n'était pas une décision prise dans la colère ni dans l'indifférence, mais dans la terreur absolue d'être vue sur le point de s'éteindre. Elle craignait que cette image devienne le dernier souvenir de son fils, effaçant tous les autres. « Je ne voulais pas que Nicolas me voie mourir », écrivait-elle, « parce que je voulais qu'il garde de moi une lumière, pas une ombre. » Lorsque cette vérité fut enfin révélée, un silence lourd envahit ceux qui la découvrirent. Ce n'était plus seulement l'histoire tragique d'une mère et d'un fils séparés par la vie, mais celle d'une femme qui avait passé son existence entière à se protéger d'une blessure originelle qu'elle n'avait jamais réussi à guérir. Et tandis que Nicolas lisait ces mots, sa douleur se mêlait à une compréhension nouvelle, brutale, dévastatrice. Il n'avait jamais été rejeté. Il avait été aimé maladroitement, silencieusement, désespérément. Et cette révélation, plus que toutes les autres, allait bouleverser tout ce qui suivrait. Après la lecture de la dernière page, un silence presque sacré envahit la pièce, comme si les mots laissés derrière elle continuaient de vibrer dans l'air trop lourd, trop vrai pour être immédiatement absorbés. Nicolas resta un long moment immobile, le carnet ouvert sur ses genoux, les doigts crispés sur les feuilles fragiles qui semblaient prêtes à se déchirer au moindre geste. Ce qu'il venait de découvrir balayait d'un coup des années de colère enfouie, de rancœur mal cicatrisée, et révélait une douleur encore plus profonde. Celle de n'avoir jamais compris qu'il avait été aimé, mais d'un amour brisé, maladroit, prisonnier de ses propres blessures. Ce choc émotionnel laissa place à une nouvelle forme de vertige lorsqu'il réalisa que ce carnet, au-delà de ses confessions bouleversantes, soulevait aussi une question brûlante. Fallait-il en révéler le contenu? Fallait-il partager au monde la vérité derrière les murs de la madrague, ou protéger une mémoire soigneusement construite, une légende fragile que sa mère avait défendue jusqu'à son dernier souffle? Car les phrases découvertes contenaient une puissance explosive. Elles auraient suffi à réhabiliter leur relation aux yeux du public, à inverser les jugements, à transformer la perception froide des dernières années en une compréhension bouleversante de sa solitude. Mais paradoxalement, ces mêmes mots pouvaient aussi ouvrir une faille dans l'aura immaculée de l'icône, exposant sa fragilité, ses contradictions, ses peurs les plus secrètes. Nicolas sentit alors naître un conflit intérieur d'une violence sourde. Protéger sa mère ou révéler sa vérité? Honorer son désir de silence ou offrir au monde la profondeur humaine qu'elle avait toujours cachée? Pour la première fois, il comprenait le poids du masque qu'elle avait porté toute sa vie,
À l'extérieur, on parlait déjà d'elle avec des mots définitifs. Les médias évoquaient un départ digne, majestueux, à l'image de la femme qu'elle avait toujours été. Les hommages affluaient, les souvenirs embellis, les images iconiques recyclées avec nostalgie. Mais personne ne savait que, derrière cette façade de sérénité, il y avait une vérité 1000 fois plus déchirante. Et Nicolas, seul avec ce carnet entre les mains, se retrouva face à un choix impossible. Dans les jours qui suivirent, la tension monta encore autour de la madrague. Des proches, des amis de longue date, des collaborateurs de l'association se présentèrent, tous avec des intentions différentes. Certains sincères, d'autres attirés par l'aura encore brûlante de son nom. Chacun semblait chercher une part d'elle, quelque chose à conserver, une trace à ne pas laisser disparaître. Mais ce qui attisa davantage la tourmente fut l'apparition d'un visiteur inattendu, un médecin âgé, discret, que personne ne connaissait vraiment, mais qui affirma avoir joué un rôle essentiel dans les dernières années de sa vie. Il demanda à parler à Nicolas en privé, avec une insistance calme mais déterminée. Ce qu'il révéla alors bouleversa encore plus l'équilibre fragile de ses jours endeuillés. Il expliqua que sa mère avait consulté en secret depuis longtemps, non pas pour une seule maladie, mais pour une accumulation de troubles qu'elle cachait avec une force presque surhumaine. Des douleurs chroniques, des crises d'angoisse nocturne, des troubles respiratoires et surtout un épuisement psychologique qui ne cessait de s'aggraver. Elle ne voulait pas être hospitalisée, dit-il d'une voix basse. Elle avait peur qu'on la voie dans un lit. Elle m'a supplié de tout faire pour qu'elle puisse rester chez elle jusqu'au bout. C'était la confirmation de ce que le carnet laissait deviner. Mais prononcé à voix haute, avec la précision clinique d'un témoin direct, cela devint insupportable. Nicolas sentit un frisson glacé lui traverser la poitrine. Il revoyait ce portail fermé, cette nuit où il avait attendu en vain. Il comprenait maintenant que derrière cette barrière métallique se jouait un combat dont il avait été exclu malgré lui. Un combat qu'elle avait voulu mener seule, peut-être par amour déformé, peut-être par peur viscérale. Le médecin ajouta un détail qui fit vaciller Nicolas. Quelques jours avant sa mort, elle avait posé une question étrange, presque enfantine. « Croyez-vous que mon fils pourrait me pardonner ?» Cette phrase, courte, fragile, résonna comme une dernière tentative, un dernier souffle de lucidité, une main invisible tendue à travers les murs que la peur avait construits. À cet instant, tout bascula. La douleur de Nicolas se transforma en une détermination nouvelle, sombre mais nécessaire. Il comprit que cette histoire ne pourrait pas rester enfermée entre deux couvertures. Pas pour laver une image, pas pour provoquer un scandale, mais parce que sa vérité avait enfin trouvé une voie et qu'il était peut-être le seul à pouvoir la porter. Ce qui s'annonçait alors n'était plus un deuil, mais un affrontement, entre mémoire et vérité, entre légende et humanité, entre le silence qu'elle avait choisi et la lumière qu'elle n'avait jamais osé permettre. Et au cœur de cette bataille à venir, une question demeurait, suspendue comme une dernière respiration. Comment honorer la femme qu'elle avait été sans trahir la mère qu'elle n'avait jamais réussi à devenir? Dans les jours qui suivirent la révélation du médecin, une atmosphère étrange enveloppa la madrague, comme si la maison elle-même retenait son souffle, chargée de secrets trop lourds pour disparaître avec celle qui les avait portés toute sa vie. Nicolas, encore bouleversé par la dernière question murmurée par sa mère, se retrouva au centre d'un cyclone silencieux, tiraillé entre son chagrin intime et le poids écrasant de l'héritage moral qu'il devait désormais assumer. Mais tandis qu'il tentait de comprendre ce que sa mère avait réellement souhaité, le monde extérieur s'agitait déjà. Les médias commençaient à spéculer, certains évoquant un testament mystérieux, d'autres insinuant des tensions familiales, alimentant une curiosité malsaine qui menaçait de transformer un deuil en spectacle. Les proches, eux-mêmes désorientés, se divisaient entre ceux qui voulaient préserver l'image mythifiée de l'icône et ceux qui pensaient que sa vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait enfin émerger. Ce conflit latent devint encore plus palpable lorsqu'un document inattendu fut découvert dans un tiroir dissimulé derrière un panneau de bois. Une cachette que seule une personne ayant vécu là pendant des années aurait pu repérer. Le dossier contenait des lettres jamais envoyées, certaines adressées à Nicolas, d'autres à des amis d'autrefois qu'elle avait peu à peu écartés de sa vie.
Ses écrits révélaient une lucidité poignante, presque douloureuse, témoignant d'une conscience aiguë de sa propre fragilité. Elle y évoquait son incapacité à affronter l'amour sans se sentir insuffisante, sa peur irrationnelle mais tenace d'être abandonnée si elle se montrait vulnérable, et surtout une souffrance profonde liée à une solitude qu'elle n'avait jamais su apprivoiser. Plus Nicolas avançait dans ses découvertes, plus il comprenait que la légende avait été construite sur un paradoxe tragique. La femme adorée de tous n'avait jamais réussi à s'aimer elle-même. Cependant, l'élément le plus perturbant se trouvait dans une enveloppe marquée d'un simple mot : après. À l'intérieur, une lettre rédigée de sa main expliquait sa volonté précise concernant ses derniers instants, confirmant ce que le médecin avait déjà évoqué, mais avec une nuance plus intime encore. Elle y décrivait sa peur panique de voir son fils assister à sa faiblesse ultime, mais également son souhait secret qu'il puisse un jour comprendre que ce refus n'était pas une exclusion, mais une ultime tentative de protection. « Je voulais qu'il me garde lumineuse », écrivait-elle, « parce que je n'ai jamais su lui offrir de lumière autrement. » Ces mots, simples mais foudroyants, transpercèrent Nicolas comme une vérité qu'il avait attendue toute sa vie, sans jamais croire qu'il l'entendrait. Mais avec cette révélation naquit aussi un dilemme plus profond, presque insupportable. Respecter ses volontés ou réparer ce que la peur avait détruit? Faire taire les secrets qu'elle avait tant protégés ou offrir au monde la version humaine, imparfaite, mais vraie de celle qu'ils avaient transformée en mythe? Alors que Nicolas tentait de trouver sa place dans ce labyrinthe de décisions impossibles, un événement inattendu vint tout bouleverser. Un journaliste, ayant eu vent de certaines rumeurs, tenta de pénétrer dans la propriété, déclenchant une agitation immédiate. Ce fut comme un signal. D'autres suivirent, drones, objectifs télé, spéculations en direct, comme si la mort n'était pas suffisante, comme s'il fallait encore lui arracher quelque chose. Nicolas sentit alors naître une colère froide, une rage muette non pas contre la presse mais contre le destin qui avait condamné sa mère à fuir le regard des autres jusque dans la mort. Il réalisa que ce qu'elle avait tenté d'éviter toute sa vie recommençait, inlassablement, être observé, disséqué, interprété. Et dans ce chaos extérieur se dévoila un chaos intérieur encore plus profond. Tout ce qu'il avait découvert, lu, ressenti, pesait désormais sur lui comme un fardeau et une mission. Devait-il s'effacer, laisser le mythe continuer à vivre sans fissure, ou devait-il être la voix que sa mère n'avait jamais eue pour dire ce qu'elle n'avait jamais su dire? Devait-il protéger son silence ou briser ce silence pour guérir enfin la blessure qui les avait séparés toute une vie? Tandis que le soleil se couchait derrière les murs de la Madrague, une certitude commença pourtant à émerger, fragile mais tenace. Quelle que soit la décision qu'il prendrait, elle ne pourrait être guidée que par l'amour, celui qu'il avait attendu, celui qu'elle avait caché, celui qu'il n'avait jamais su se dire. Et c'est à partir de cette vérité-là, douloureuse mais enfin éclairée, que son chemin allait se dessiner. Rien, cette histoire vous bouleverse, c'est peut-être parce qu'elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Derrière chaque visage célèbre, derrière chaque légende que l'on croit connaître, il y a une âme fragile, une personne qui doute, qui aime maladroitement, qui souffre en silence. Cette femme, que le monde a admirée pendant des décennies, n'était ni insensible ni distante. Elle était humaine, trop humaine, enfermée dans ses propres peurs, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait jamais totalement choisi. Aujourd'hui, au-delà de la gloire, au-delà des images parfaites, ce qui reste, c'est ce cœur qui a aimé sans savoir le montrer, ce fils qui a cherché une porte qui ne s'est jamais ouverte, et ces mots tardifs qui nous rappellent que chacun porte en lui une histoire que personne ne voit vraiment. Alors, avant de juger, souvenons-nous qu'il existe toujours une vérité cachée, un combat secret, un silence qui protège parce qu'il ne sait pas faire autrement. Prenons un instant pour accueillir cette fragilité, pour reconnaître en elle les failles que nous avons tous, et pour offrir à sa mémoire non pas des critiques, mais une compassion sincère. Si son histoire vous a touché, si vous avez senti une émotion, même légère, je vous invite à laisser un like pour soutenir ce travail et encourager la création de récits humains qui vont au-delà des apparences. Partagez cette vidéo avec ceux qui, peut-être, ont besoin de se rappeler que personne n'est aussi fort qu'il en a l'air.
Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir ces histoires qui révèlent l'envers du décor, l'humanité derrière les visages connus, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que cette histoire a éveillé en vous. Votre voix compte, votre soutien aussi. Et ensemble, nous pouvons continuer à raconter ces vérités que personne n'ose dire, mais que tout le monde a besoin d'entendre.